Ontic-Cartierville est un arrondissement montréalais dynamique avec une vie communautaire très active qui est stimulée par le leadership de tables de quartier qui joue un rôle primordial dans le quartier et à plus forte raison en temps de pandémie. Dans cette série spéciale de vos nouvelles en bref de la COVID-19, on jette un regard sur Ontic-Cartierville et dans ce troisième épisode, on va s'intéresser aux diverses actions prises par Solidarité Ontic auprès de la population. Mais tout juste avant, on se tourne du côté de Bordeaux-Cartierville où je joins Lou Delestre, qui est agente de mobilisation citoyenne au Conseil local des intervenants communautaires de Bordeaux-Cartierville, plus couramment nommé le CLIC. Alors, Lou Delestre, bonjour. Oui, bonjour. En commençant, bon, le CLIC participe vraiment au développement de la communauté, mais c'est quoi plus précisément sa mission, votre rôle dans la vie communautaire dans Bordeaux-Cartierville? Alors, le CLIC, c'est le Conseil local des intervenants communautaires de Bordeaux-Cartierville. On est une table de quartier, c'est-à-dire qu'on est un regroupement. On compte aujourd'hui environ 85 membres avec nous, des membres qui représentent des organismes communautaires, mais aussi du milieu institutionnel et également des résidents du quartier. Puis, notre mission, c'est finalement, de façon collective et concertée, comment on peut répondre aux enjeux du quartier en proposant des projets ou des actions qui vont vraiment soutenir le développement du quartier, de Bordeaux-Cartierville. Puis, vous êtes agente de mobilisation, donc vous êtes quand même près du citoyen. Comment s'est vécu les derniers mois dans Bordeaux-Cartierville avec la pandémie? Ben, c'est vrai que c'est ça, ça a un petit peu changé nos habitudes de travail, dans l'idée que notre objectif, c'est vraiment d'être au plus près des résidents du quartier, des familles, des personnes âgées, des nouveaux arrivants. Avec la pandémie, on a comme été un peu plus éloignés. Notre objectif, ça a été d'être au plus près quand même des réalités vécues par l'ensemble de la population. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a eu diverses réactions et émotions vécues par l'ensemble des résidents. Oui. L'isolement, au départ, a été un de nos gros chantiers, finalement, aller lutter contre l'isolement, notamment des personnes âgées, qui étaient les personnes les plus vulnérables, touchées par la Covid. Comment être au plus près quand même de leur réalité, comment être au plus près aussi des familles qui, avec un flot d'informations finalement qui nous sont arrivées, comment quand même les soutenir dans leur quotidien. Donc ça a été beaucoup ça finalement, briser l'isolement, rassurer la population en allant les rejoindre par différents canaux de communication. Ça a été vraiment comme nos priorités au niveau pendant la pandémie. C'est ça. Et du côté de Bordeaux-Cartierville, la présence des aînés est assez marquée. En fait, elle est plus élevée que les moyennes montréalaises. Il y a eu plusieurs initiatives qui ont été mises en place, dont le CLIC a été partenaire afin de les rejoindre, de briser l'isolement. C'est quoi un peu ces initiatives-là qui ont été mises en place? C'est vrai qu'on a travaillé fort avec notamment la table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville qui rassemble, elle, tous les acteurs finalement qui travaillent avec nos aînés dans le quartier. Puis s'est posé la question comment être au plus près de nos aînés? Comment venir en soutien aussi à nos résidences pour aînés qui vivaient des réalités plus de situations d'urgence? Puis finalement, collectivement, on a eu cette idée un petit peu en s'inspirant aussi d'autres initiatives à l'échelle du Québec, Oui. d'aller au balcon de nos aînés. On peut les rejoindre de façon sécuritaire, mais les soutenir pendant cet isolement-là. Nos aînés ont notamment été beaucoup enfermés dans leurs appartements, finalement, sans contacts sociaux. Donc, on a mis en place toute une programmation d'activités, d'animation au balcon des résidences pour aînés à l'échelle de l'arrondissement Bordeaux-Cartierville, mais aussi Annecy. L'objectif était vraiment de pouvoir partager avec nos aînés, de lutter contre leur isolement, finalement nous faire sourire, nous aussi, Oui. et tout en permettant aussi de soutenir tout le milieu culturel qui a lourdement été touché par la pandémie. Donc, en faisant venir des artistes aussi dans le cadre de ce projet-là. Finalement, c'est une vingtaine de résidences à l'échelle de l'arrondissement qui ont bénéficié de ce projet avec des animations au balcon au quotidien pour leur permettre justement d'un petit peu sourire et puis nous changer les idées. Et là, dans Bordeaux-Cartierville, une autre particularité, vous l'avez mentionné, c'est une personne sur deux qui est issue de l'immigration. Comment faire pour les rejoindre, pour les informer des mesures sanitaires qui ont été mises en place un peu rapidement et vraiment un flot d'informations qui est arrivé très rapidement au début de la pandémie?
Tout à fait. L'un des enjeux est effectivement, et puis on s'est posé vraiment la question collectivement, comment informer au mieux nos familles et nos personnes nouvellement arrivées. Il y a diverses initiatives qui se sont mises en place. Il y a pu y avoir des communications en diverses langues, notamment portées par la table de concertation jeunesse, qui a pu diffuser justement des informations davantage rassurantes, invitant nos populations à sortir de chez elles tout en respectant les normes de sécurité et ne pas rester enfermées justement, pouvoir prendre une marche, aller se balader avec ses enfants de façon tout à fait toujours en respectant les normes, mais que c'était autorisé finalement. Donc il y a pu avoir ce volet communication-là. Puis effectivement aussi, on a pu déployer collectivement des animations déambulantes dans le quartier, tout en mêlant une offre culturelle, faire venir un artiste sans promotion d'événements ni rien, Oui. mais aller se proposer à nos citoyens finalement du quartier un petit peu de sourire et de bonheur, mais tout en partageant tout le message de sécurité, de la santé publique. Donc, ce qui s'est passé sur des chars allégoriques, sur des sorties dans le quartier, dans différents endroits, peut-être avec plus touchés par la Covid aussi, avec des enjeux plus spécifiques, des messages de prévention, mais invitant la population à respecter le maître, à respecter comme le port du masque, dans différentes langues aussi. On a essayé d'adapter au maximum aux populations du quartier et tout en circulant dans le quartier, effectivement, avec une offre culturelle aussi pour nous changer les idées et attirer le regard finalement, nous inviter à nous rencontrer. Distribution de masques aussi également, il y a pu y avoir. Donc, en s'adaptant. Culture, information, tout ça ensemble pour vivre un peu à travers la pandémie. Bon, les organismes communautaires, c'est l'endroit pour les citoyens d'aller chercher l'aide dont ils ont besoin. Quels sont les principaux organismes de Bordeaux-Cartierville vers lesquels les gens peuvent se tourner pour avoir l'aide dont ils ont besoin? J'invite vraiment les citoyens qui auraient besoin un petit peu d'un soutien dans tout ce qui concerne le volet alimentaire, la sécurité alimentaire, à aller rejoindre l'organisme qui s'appelle La Corbeille Bordeaux-Cartierville. C'est vraiment notre partenaire et l'organisme en sécurité alimentaire dans le quartier. Pour tout ce qui va être un petit peu des personnes qui seraient nouvellement arrivées ou immigrantes, je les invite vraiment aussi à contacter le CACI, c'est le Centre d'appui aux communautés immigrantes dans Bordeaux-Cartierville. C'est notre gros organisme vraiment spécialisé et qui peut offrir des personnes justement qui viennent d'arriver dans le quartier ou qui sont en parcours d'immigration par exemple. Ce que je pourrais dire aussi, c'est qu'on on a notre centre d'action bénévole de Bordeaux-Cartierville. Lui, c'est vraiment l'organisme qui va centraliser toutes les offres de bénévolat dans le quartier. Et puis, donc, si effectivement, on a des résidents du quartier qui voudraient s'impliquer, je les invite vraiment à contacter le centre d'action bénévole. C'est vraiment aussi l'organisme qui va centraliser finalement toute l'offre et la demande de bénévolat dans l'organisme. Et c'est vrai que c'est un organisme qui a maintenu aussi ses services, la popote roulante, les appels d'amitié aussi au niveau des personnes aînées qui étaient isolées. Donc, il y a vraiment beaucoup d'offres de bénévolat aussi qui peuvent être proposées dans le quartier. Lou Delesse, agente de mobilisation citoyenne au CLIC. En terminant, j'aimerais vous demander, là, on se dirige vers la deuxième vague. En fait, on amorce la zone rouge à Montréal. Est-ce que vous, avec l'expérience que vous avez eue, est-ce que vous sentez que vous êtes assez outillé, assez appuyé par les différentes instances gouvernementales, les santé publiques et tout, pour vraiment supporter la communauté dans Bordeaux-Cartierville au cours des prochaines semaines? On a la chance d'un site Cartierville, justement, d'être un arrondissement avec une très belle collaboration avec l'ensemble des partenaires, que ce soit des partenaires communautaires, le réseau de la santé, l'arrondissement. Ce qui fait que finalement, notre réponse pendant la crise, c'est très vite mise en place avec des cellules de crise qui sont solides, qui se rencontrent de façon comme hebdomadaire pour justement suivre toutes ces initiatives-là. Donc effectivement, on rentre en zone rouge, mais à savoir que on se rend compte la concertation est vraiment une très belle réponse pour justement soutenir la population. On a notamment un nouveau projet qui s'appelle la brigade de sensibilisation communautaire avec une douzaine d'intervenants qui font du porte-à-porte dans le quartier avec tout ce volet prévention Covid. Donc, on a mis en place des initiatives, que ce soit en sécurité alimentaire, en soutien aux aînés, en soutien à l'ensemble de la population aussi, qui vont vraiment,
qui se déploient et qui vont continuer de se déployer dans la mesure du possible, évidemment, tout en respectant les nouvelles normes qui sont arrivées par la santé publique. Mais le réseau ici, d'Annecy Quartier-Ville, apporte vraiment une réponse à l'ensemble des enjeux qui pourraient venir arriver encore avec la zone rouge. Et merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler un peu aujourd'hui. Alors, si on veut avoir plus d'informations, on peut se rendre sur votre site Internet, le clic-bc.ca, ou encore, on peut vous appeler au 514-332-6348 pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup. Au sein d'Annecy Quartier-Ville, c'est vraiment le travail concerté des différents acteurs qui ont été très importants dans la pandémie pour venir en aide à la population. On se tourne donc du côté maintenant de Annecy où je rejoins Brigitte Robert, agente de projet École de la citoyenneté, et Liliane Salami-Pichette, responsable du développement communautaire et de la planification stratégique chez Solidarité Annecy. Alors, en commençant, j'aimerais que vous nous présentiez un peu Solidarité Annecy. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi son rôle, sa mission dans la collectivité? En fait, ben, c'est moi qui vais avoir l'honneur de vous présenter Solidarité Annecy. En fait, oui, c'est une table de quartier dans le secteur, là, dans le nord de Montréal. En fait, Solidarité Annecy, c'est la table de concertation. C'est une table intersectorielle et multiréseau. Le mandat, c'est de rassembler les acteurs communautaires, institutionnels, politiques, les élus et les citoyens, les acteurs importants là, pour travailler ensemble sur l'amélioration de la qualité de vie des citoyens du secteur d'Annecy. Puis aussi de la participation citoyenne pour améliorer la qualité de vie autour des enjeux aussi beaucoup autour de l'exclusion sociale, la pauvreté, tout ça. En fait, ce qu'on faisait avant le COVID, avant le 12 mars, nos gros mandats, en fait, il y avait l'École de la citoyenneté, le PIC, qui entamait sa 4e année là, dans Annecy. Il y avait aussi une partie importante de notre travail qui tournait autour de la planification stratégique. On a eu longtemps une planification stratégique qui avait été faite de 2009 à 2019. Donc, on arrivait à la fin de ce parcours-là, qui était un parcours sur 10 ans, une planification sur 10 ans. Et la décision avait été prise de refaire une planification, mais sur une courte période, une période de 5 ans. Et puis, avant le COVID, là, c'était vraiment encore ce travail-là là, qui commençait on avançait dans le processus pour la cueillette d'informations, tout ça, faire un bilan des actions pour se projeter un peu dans la stratégie, dans l'avenir. On était là. On avait aussi la Maison du Monde, qui est une maison citoyenne qui est portée par Solidarité Annecy dans un secteur qui est Saint-Simon, dans Annecy, un secteur assez enclavé où une forte population immigrante, plusieurs langues parlées, tout ça. En fait, c'est de bonifier la programmation, maintenir les activités, les partenariats, tout ça. Et il y a aussi un gros projet dans Annecy qui est le développement du site Louvain, qui est un grand terrain, en fait, qui appartenait à la ville de Montréal, où il a été mis en place comme des comités de travail pour développer le site Louvain. C'est un projet pour et par la collectivité. C'est des gens qui sont mobilisés pour innover dans ce secteur-là, de l'habiter, de l'utiliser de façon écologique. C'est un projet innovant. En fait, c'est avec une participation collective. On va en entendre parler beaucoup, là, je pense, dans le futur. Aussi, une particularité qui distingue vraiment Solidarité Annecy, c'est qu'on a une force pour, quand on commence une démarche ou un chantier, un comité de travail, c'est d'asseoir plusieurs partenaires importants dès le début de la démarche. Souvent, on a des élus, des partenaires municipaux, tout ça, qui sont embarqués dès le début du processus et qui travaillent directement avec nous sur les comités de travail. C'est une grande force pour Annecy, notre façon de travailler comme ça. Et justement, vous travaillez souvent en collaboration comme ça, j'ai l'impression un peu, parce que très rapidement, au début de la pandémie, s'est mis en place une cellule de crise dans Annecy Quartier-Ville, sur lequel Solidarité Annecy a pris place et continue de participer. Quels sont les éléments clés, les activités clés qui ont été faits pour les citoyens et les organismes du quartier?
Oui, par rapport à la cellule de crise, je pense que c'est important de mentionner que l'arrondissement Antique-Cartierville a été un des arrondissements les plus touchés par la pandémie. Donc, très rapidement, en mars, Solidarité Antique s'est rassemblée avec les partenaires, que ce soit le CIUS du nord de l'île de Montréal, l'arrondissement Antique-Cartierville et des représentants d'élus pour mettre en place des actions dans le quartier. Alors, on avait deux objectifs précis. C'était s'assurer, premièrement, que les populations aient accès aux services essentiels qu'elles ont besoin et s'assurer également que les organismes reçoivent toute l'attention et le soutien nécessaire pendant la pandémie. Donc, les gens se sont rassemblés et Solidarité a fait en sorte, en fait, que tous les enjeux que nous rapportaient les organismes sur le terrain remontent, soient traités par la cellule de crise et redescendent avec les moyens nécessaires sur le terrain. En fait, récemment, les deux cellules de crise, celle à Bordeaux-Cartierville et Antique, ont décidé de travailler de manière plus conjointe pour avoir des actions plus globales à l'échelle du quartier. Puis, on a déposé un plan d'action d'envergure aux Fondations philanthropiques Canada. Donc, l'équipe s'est toujours assurée aussi à la cellule de crise de trouver du financement qui permette aussi la pérennité des services communautaires sur le terrain. Et on a fait différentes actions dans le quartier. Je laisse la parole à Brigitte pour décrire certaines actions plus concrètes de terrain. En fait, là, les enjeux importants là, qui ont été travaillés, il y en a plusieurs, mais entre autres, là, rapidement, je pense que ce qui nous a distingués, c'est d'avoir mis en place une cellule par la cellule de crise, pas seulement de prendre contact avec les organismes là, pour nourrir la cellule de crise qui était faite au quotidien, la mise à jour des organismes, tout ça, puis ramener les enjeux. On a mis rapidement aussi, on s'est rendu compte qu'une population qui était très vulnérable là, dans les circonstances COVID, c'était nos aînés. Donc, la mise en place de la ligne aînée, elle a commencé déjà au début d'avril. On avait, pour les citoyens, là, la promotion était faite d'une ligne aînée en Antique-Cartierville où les gens pouvaient appeler, où on pouvait briser l'isolement des aînés, mais aussi essayer de voir c'est quoi les enjeux, les problèmes qui faisaient face, puis de retravailler ça avec la cellule de crise. Il y a eu aussi un service d'emplettes rapidement qui a été mis en place aussi à la grandeur de l'arrondissement pour permettre, parce qu'il y avait un problème à ce moment-là avec les emplettes, les épiceries en ligne, la fracture numérique pour les aînés de fonctionner comme ça. Puis il y avait aussi un grand délai là, pour les livraisons de nourriture, tout ça. Donc, le service a été mis en place. Un autre service aussi, un autre projet qui a eu une super belle visibilité, je pense, aussi pour la Solidarité Antique et le travail de la cellule de crise, ça a été les activités de mobilisation. Il y avait un enjeu qui était rapporté, c'était l'hyper-confinement là, des jeunes. Par certaines écoles disaient que il y avait certains enfants qui n'avaient pas mis le nez dehors depuis le début de la crise. Des familles les enfants n'avaient pas participé ni au Zoom de l'école, ni aux conversations. Il y avait un bris de lien, en fait. Puis par rapport à ça, c'était le problème de la langue, là, comme on disait tantôt, là, dans des secteurs où il y avait beaucoup de personnes qui parlent pas la langue, tout ça. Donc, on a décidé par le biais des activités de mobilisation qui ont été mises en place de faire des messages en plusieurs langues, des messages d'intérêt public, puis dire à la population que c'était bien de sortir dehors avec les enfants, prendre l'air pour la santé mentale, tout ça. On a également procédé à l'installation de toilettes sur le territoire pour les personnes en situation d'itinérance. On sait qu'elles étaient plus à risque de contamination. Au début même, la pandémie, elles ont rapidement plus eu accès à leurs revenus de quête. Puis, étant donné que les différents commerces, les différents restaurants ou les différentes installations sanitaires publiques étaient fermées, ils n'avaient plus accès à des toilettes. Donc, la cellule de crise a procédé à l'installation de plusieurs toilettes sur le territoire. Également, on a eu une réorganisation de tout le dépannage alimentaire dans le quartier. Également, la préparation de livraison de dépannage, ce qui n'était pas un service qu'on faisait avant, et la réorganisation des popotes roulantes. Donc, il y a vraiment eu une grosse croissance de la demande en dépannage alimentaire pour différentes raisons. Les organismes en sécurité alimentaire ont enregistré une augmentation d'environ 600 dépannages par mois, ce qui est quand même assez énorme et qui mettait une très grosse pression sur les organismes. Et c'était pour répondre en fait aux difficultés d'approvisionnement en nourriture pour ceux qui, en début de pandémie, ne pouvaient pas se déplacer, notamment les aînés, les familles monoparentales et les personnes en quarantaine.
Puis également, qu'est-ce qu'on a fait? On a procédé à un groupement d'achat d'équipements de protection individuelle. Donc, c'était pour protéger les employés des organismes, pour prévenir la propagation, puis aussi baisser les coûts d'approvisionnement pour les organismes communautaires sur l'échelle du territoire, en fait. Ça résume un peu les grosses actions qu'on a eues dans notre quartier ONSIC. Vous avez été très occupés, mais je pense que ça a quand même donné des résultats assez pertinents et importants. Mais là, bon, vis-à-vis les mois qui s'en viennent, les semaines qui s'en viennent alors que Montréal passe en zone rouge, comment vous préparez-vous? Est-ce que vous croyez que le support que vous recevez des instances gouvernementales est suffisant pour vraiment vous permettre de poursuivre les différentes activités, services et appuis pour les organismes et la population dans ONSIC? Une grande préoccupation qu'on a, c'est qu'on a pu s'arranger durant l'été pour prévoir des services qui étaient offerts à l'extérieur des centres communautaires. Et avec les mois qui s'en viennent d'hiver, une grande préoccupation, c'est de préparer les locaux communautaires dans le quartier. Donc, on est en train de mener une démarche d'adaptation et de tout ce qui est signalétique dans 4 espaces communautaires à l'échelle de l'arrondissement. Donc, on a 2 espaces communautaires, le centre communautaire à ONSIC, un à Bordeaux-Cartierville et 2 maisons d'hébergement pour femmes. Puis le but, c'est vraiment de s'assurer que les usagers et les employés soient en sécurité. On remette en marche aussi les activités communautaires, qu'on soit pas à moins 30 dehors en train de faire du dépannage alimentaire, puis d'adapter les espaces. Une particularité, je pense que c'est important de mentionner que la table de quartier, on est également gestionnaire du centre communautaire. Donc ça, c'est une très grosse préoccupation pour les prochains mois parce qu'on a 13 organismes du quartier qui cohabitent dans le même espace. On veut s'assurer quand même, avec peut-être en fait une deuxième vague et l'automne qui arrive, que tout ça soit fait avec les moyens aussi qu'on a besoin dans les prochains mois. Bien, Liliane Salamé-Pichette et Brigitte Robert, merci de nous avoir fait une petite incursion dans le travail des derniers mois et les efforts qui restent à faire pour les semaines et les mois qui s'en viennent. Je vous souhaite bonne chance. Moi, je vous invite à vous rendre sur tcftv.ca pour voir les autres épisodes sur l'arrondissement ONSIC-Cartierville. On discute, entre autres, avec la mairesse Émilie Tuillier. On discute également de culture avec l'agente culturelle de la Maison de la culture d'ONSIC-Cartierville, Madame Liette Gauthier. Suivez-nous également sur Facebook, Instagram et Twitter pour ne pas manquer tous les autres épisodes sur d'autres arrondissements montréalais. À très bientôt!